Quel que soit notre lien avec la nature, il est un sujet dont on entend parler de plus en plus. Les maladies zoonoses sont transmises à l'homme par les animaux sauvages ou domestiques, et elles sont en constante évolution. L'une d'elles sévit depuis bien longtemps sur les différents continents du monde à cause d'un petit acarien. Cinéaste animalière, j'ai été plusieurs fois en contact avec lui. Je vous emmène avec moi pour en apprendre un peu plus sur cette espèce et des problématiques environnementales qui en découlent. Avant toute chose, faisons connaissance avec cette fameuse espèce. La tique, mesurant à peine 3 mm, se nourrit exclusivement de sang. Malhabile sur terre pour se déplacer, elle grimpe en haut des herbes pour atteindre son hôte. Il lui servira de repas et de taxi par la même occasion. Sa vie est rythmée par un cycle bien défini. Au printemps, la femelle pond ses œufs. 4 à 6 semaines plus tard, ils éclosent si les températures ont été assez chaudes. Les larves montent en haut des herbes à la recherche de leur premier hôte pour se nourrir. Mesurant moins de 1 mm, elles s'accrochent aux micro-mammifères tels que les rongeurs. Ces espèces sont des réservoirs à la bactérie Borrelia burgdorferi, une bactérie responsable de la maladie de Lyme. Une fois repue, la larve va se décrocher, muer en nymphe et attendre un nouvel hôte. Infectée, la tique peut transmettre la bactérie à chacun de ses futurs hôtes. Elle entamera une nouvelle mue au sol avant de devenir adulte. La femelle fécondée prendra un dernier repas de sang avant de déposer au sol ses œufs, puis mourir. Le printemps qui suit, un nouveau cycle commence. Lorsqu'un être vivant s'est fait piquer par une tique infectée, il risque de développer la borréliose de Lyme, ou plus communément appelée maladie de Lyme. Il se trouve que certaines espèces ne semblent pas contracter la maladie malgré les morsures. Ce qui n'est malheureusement pas le cas de l'homme. Cette maladie, mal diagnostiquée et bien souvent incurable, mériterait d'être plus connue pour trouver des solutions à long terme. Chez les êtres humains, de nombreux symptômes montrent la présence des bactéries dans l'organisme. Le plus significatif reste l'érythème. Cette zone rouge s'étend pour former une plaque importante sur la peau. Ensuite, plusieurs autres symptômes peuvent informer de l'infection. Ces symptômes physiques et neurologiques sont évolutifs et différents selon les cas. L'évolution de cette maladie est préoccupante. C'est pour cela que je me suis demandé si la solution ne se trouvait pas sous nos yeux, là, dans la nature. Olivier Plantard est directeur de recherche à l'INRAE. Je l'ai rencontré au CNRS de Chizé lors d'une journée de récolte de tiques. Il nous en apprend un peu plus sur cette espèce
et le rôle que joue le paysage qui nous entoure. Les tiques sont avant tout des animaux forestiers. On va les trouver en priorité dans des forêts, alors des forêts de petite comme de grande taille. Même un petit bosquet peut suffire à héberger des tiques. Et on va aussi les trouver dans des haies. En tout cas, ce qu'il faudra, c'est qu'il y ait un minimum d'arbres, une végétation qui va faire que l'air sera relativement humide, il ne sera pas trop sec, parce que les tiques ont besoin de cette humidité pour survivre. Au plein milieu d'une prairie ou d'une zone trop sèche, elles ne survivront pas. L'air va être trop sec et elles vont finir par mourir. Donc c'est vraiment des animaux qui sont inféodés au milieu forestier et un milieu dans lequel elles vont aussi trouver les hôtes, les animaux sur lesquels elles vont faire leurs différents repas de sang. Dans nos régions, finalement, on ne trouve pas d'énormes massifs forestiers. On observe un morcellement de l'habitat forestier. Il y a des forêts d'un petit peu toutes les tailles. Et cette mosaïque d'habitat avec des zones de forêt, des zones de prairies, où on va trouver des animaux domestiques, des zones de culture, ça va constituer différents habitats qui vont être plus ou moins favorables à la survie des tiques, mais aussi plus ou moins favorables à héberger ces animaux sur lesquels les tiques vont faire leur repas de sang. Donc l'agencement dans l'espace de cette mosaïque d'habitat va conditionner la distribution, la localisation des tiques, mais aussi la localisation des hôtes, des mammifères sur lesquels ils font leur repas de sang. Et cet agencement dans l'espace va aussi conditionner les mouvements, les déplacements de ces animaux qui vont contribuer à disperser les tiques, puisque les tiques ne se déplacent que sur quelques centimètres ou quelques décimètres. Et c'est à travers les mouvements des hôtes que les vecteurs de ces agents pathogènes vont se distribuer, vont se répandre dans le paysage. Dans le cadre du projet OSCAR, donc un projet pluridisciplinaire qui regroupait 5 laboratoires de recherche en France, nous avons étudié le rôle du paysage sur l'épidémiologie des maladies transmises par les tiques. Donc on a étudié 2 zones ateliers, des zones où on a fait énormément d'études de terrain pour collecter des tiques, ensuite de retour au laboratoire pour aller chercher des pathogènes dans ces tiques. On a aussi étudié les animaux, par exemple les déplacements des chevreuils en leur posant des colliers GPS pour essayer de savoir si ces animaux, si les chevreuils étaient plutôt dans les forêts, s'ils passaient dans les parcelles cultivées, s'ils allaient dans les prairies. On a aussi étudié les micro-mammifères, les campagnols, les mulots, qui sont des hôtes importants, notamment pour le gorgement des stades larvaires, des larves de ces tiques. Et donc l'objectif de ce projet, c'était aussi de faire des simulateurs de paysages à travers une modélisation de paysages, de faire varier des différentes proportions des éléments boisés, des parcelles cultivées ou des prairies, pour voir comment allaient être impactés ces changements du paysage. Donc ça nous permet aussi de nous projeter avec notamment les changements climatiques. On s'attend à un changement des paysages, on s'attend à une fragmentation des massifs forestiers. Et donc on voulait étudier, notamment à travers ces modèles, comment ça allait changer, comment ça allait impacter la distribution de ces tiques et donc à terme l'épidémiologie des maladies transmises par les tiques. Pour en apprendre plus sur une possible corrélation entre l'environnement qui nous entoure et les tiques, je pars en direction des Alpes. Ici, la faune sauvage est riche et préservée par endroits. En Suisse, des chercheurs de la Haute École des sciences agronomiques forestières et alimentaires de Berne semblent avoir mis en évidence un lien entre les tiques et une des espèces les plus organisées sur Terre, la fourmi rousse des bois.
Cette espèce vit dans des forêts et sous-bois, des plaines aux moyennes montagnes. Les ouvrières construisent la fourmilière en forme de dôme à partir de brindilles d'arbres et d'aiguilles. Les scientifiques de Berne se sont rendus compte que plus la fourmilière est grande, moins il y a de tiques autour. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ce phénomène. L'acide formique autour des nids, la prédation des fourmis, les tiques qui évitent les fourmilières. Actuellement, aucun scientifique n'a de réponse. Mais il continue d'étudier cette situation pour en savoir plus. Quoi qu'il en soit, les fourmis rousses des bois jouent bien un rôle dans cette histoire. C'est en 2017, aux Pays-Bas, que d'autres espèces sauvages ont révélé leur utilité. Des chercheurs se demandaient si les prédateurs carnivores pouvaient avoir un impact sur la population de tiques. Ils ont donc étudié 20 forêts. Certaines abritaient une bonne population de renards, d'autres n'en comptaient aucun. Dans les forêts les plus peuplées, les tiques récoltées sur les rongeurs peuvent être jusqu'à 20 fois moins nombreuses. En 2012, il a été démontré aux États-Unis que l'augmentation des cas de la maladie était due à la diminution de population de renards roux, prédateurs spécialistes des rongeurs. Mais comment cela est-il possible ? À vrai dire, c'est une simple logique de chaîne alimentaire. Le renard est omnivore et mange environ 3000 micro-mammifères par an. Souvenez-vous, les premiers hôtes des tiques sont les rongeurs, espèces réservoirs aux bactéries Borrelia. Un effet cascade se met alors en place. Lorsque les renards rôdent, les rongeurs se font beaucoup plus discrets. Les tiques doivent se rabattre sur d'autres espèces moins porteuses de bactéries pour se nourrir. C'est ainsi que le taux de tiques infectées diminue. Tout proche du parc national des Écrins, une explosion de la population de campagnols terrestres a permis aux renards de devenir un allié pour les agriculteurs. Là-haut, les rongeurs causent de nombreux dégâts sur les sols agricoles. Certaines communes ont retiré le renard de la liste des espèces nuisibles pour combattre naturellement ce problème. 10 ans plus tard, il remplit toujours sa mission. L'équilibre écosystémique retrouvé dans ces zones prouve que cette espèce ne mérite pas sa réputation de voleur de poules et nous est bien plus utile que nous ne le pensons. Heureux de vivre, les renards se laissent observer bien plus facilement, à notre plus grand plaisir.
je veux croire que dans toute cette histoire, nous pouvons aussi faire quelque chose. Il existe un lieu, dans le Grand Est, où des scientifiques demandent l'aide des citoyens. À l'INRAE de Nancy, un grand projet d'études participatives a vu le jour. J'ai rencontré Jonas Durand, ingénieur du projet CITIC, lors d'un stage découverte. Le projet CITIC, c'est un projet de sciences participatives pour étudier l'écologie des tiques et des agents pathogènes qu'elles transmettent afin d'améliorer la prévention et les connaissances, bien sûr, qu'on a dessus. Donc c'est un projet qui se retrouve à l'interface entre les citoyens et les chercheurs. Et ce projet, en fait, est né issu d'une rencontre entre un chercheur spécialisé sur l'écologie des tiques et une chercheuse spécialisée plus sur les sciences participatives. La première étape qui est commune à toutes les maladies à tiques, c'est la piqûre de tiques. Et qu'on pouvait déjà, nous, de notre côté, peut-être se concentrer sur le côté prévenir et empêcher la piqûre de tiques pour que moins de gens se fassent piquer et moins de gens tombent malades. Et donc, de ce fait-là est partie l'idée de créer un projet de sciences participatives où on demanderait aux gens de nous signer leur piqûre et de nous envoyer les tiques afin qu'elles soient analysées en laboratoire par des collègues chercheurs, mais aussi par les citoyens eux-mêmes pour vraiment les intégrer au projet de science. Et ça, c'est quelque chose de très important puisque en France, au niveau de la maladie de Lyme, il y a un petit peu une fracture en ce moment entre certains patients et certains médecins et qui inclut des fois dans le lot certains chercheurs. Et donc, il y a eu une perte de dialogue un petit peu entre les différents acteurs de la société qui sont tous intéressés par ce problème des maladies à tiques. Et donc, nous, on se situe un peu au milieu pour rétablir ce lien en travaillant avec les citoyens, avec les médecins, avec les chercheurs, ensemble pour améliorer notre connaissance sur l'écologie des tiques et la prévention contre ces piqûres. La participation des citoyens est indispensable, tout d'abord parce que c'est grâce à eux qu'on peut avoir toutes ces données, donc qui nous permettent de couvrir tout le territoire français, ce qui n'avait jamais pu être fait avant, puisque avant toutes les études se basaient tout simplement sur aller récolter des tiques en forêt, mais il n'y a pas assez de chercheurs pour couvrir tout le territoire. Et ensuite, parce qu'on apprend autant d'eux qu'eux apprennent de nous, c'est-à-dire lors de ces rencontres, notamment lors de ces stages qui sont des moments privilégiés, ils nous permettent à la fois de nous poser de nouvelles questions de recherche. Il y a tout un savoir populaire qui est très important et qui ne peut être acquis que si on va à la rencontre des citoyens et pas dans une position descendante où on est là pour leur apprendre et leur donner nos connaissances, mais aussi pour réellement créer un échange entre citoyens et chercheurs. Il y a un an, je ne connaissais pas grand-chose des tiques. Les différents discours des spécialistes m'ont pourtant confirmé une chose. Les problèmes liés aux tiques ont une solution dans la nature, mais un bon équilibre en est la clé. Tout comme les symptômes de la maladie, il est important de prendre en compte tous les éléments pour que cela marche. En modifiant un détail, on sait ce que l'on gagne, mais pas ce que l'on perd. Nos actes ont des conséquences trop importantes pour ne pas être réfléchis à l'avance. Alors que l'on soit une forêt, une fourmi, un renard ou même un humain, nous avons tous un rôle à jouer.